Bonjour chers étudiants. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez le temps en confinement de faire tout le travail qu'on vous demande et encore plus. Donc, c'est rare que vous avez l'occasion de sauver des vies en regardant Netflix et en jouant des jeux vidéo. Alors, allez-y et respectez le confinement. Donc, maintenant, un petit peu plus sérieusement, on va commencer un nouveau chapitre en monde contemporain. Donc, le chapitre s'appelle Population. Alors, vous vous doutez bien que l'étude des populations, c'est l'étude démographique. Alors, c'est certain qu'on va revenir sur des concepts que vous avez déjà abordés en histoire l'année dernière, d'ailleurs, entre autres. Mais le thème du chapitre, en fait, c'est l'intensification des mouvements migratoires. Alors, on va également parler des migrations, surtout internationales. Je vous pose tout de suite la question, pourquoi est-ce qu'il y a une intensification des mouvements migratoires? Il y a certains concepts, notamment d'économie, qui devraient vous venir en tête quand on a parlé de libéralisation et de mondialisation. On a parlé que ce n'était pas seulement des mouvements de capitaux et d'entreprises, mais également de main-d'œuvre. Donc, on va revenir là-dessus, évidemment. Alors ici, vous voyez des migrants d'une autre époque, en 1911, qui arrivaient aux États-Unis. La porte d'entrée des États-Unis à l'époque, c'était New York, et donc tous les migrants devaient passer par Ellis Island, qui aurait reçu en presque 60 ans d'existence 12 millions d'immigrants. Ça a l'air très peu aujourd'hui, mais à l'époque, au début du 20e siècle, c'est énorme. 8 millions auraient pu rester aux États-Unis et 4 auraient dû retourner parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères. D'ailleurs, les États-Unis, pourquoi une terre d'immigration? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens encore qui veulent y aller? Et pourquoi ces gens quittent en fait leur propre pays d'origine? C'est des questions aussi qu'on va se poser. Les États-Unis, d'ailleurs, on dit en fait que le tiers de la population aurait des racines étrangères. Et c'est le cas aussi pour le Canada, qui est une terre d'immigration également. Donc, voici en gros les 4 thématiques sur lesquelles on va travailler. Cette semaine, on va parler de la science démographique et des concepts de base. Puis, la semaine prochaine, vous allez aborder l'immigration internationale. Et éventuellement, on va aborder plutôt les problématiques pour les pays d'origine comme les pays d'accueil, pour terminer avec la question plus pointue de l'immigration clandestine. Donc, aussi comment les États font face à ces immigrants-là et surtout la question des murs qui est très, très intéressante. Alors, pour commencer, quelques chiffres au niveau de la démographie. Donc, la population mondiale actuelle est de 7,8 milliards. Au Canada, nous sommes 37,6 millions. Et au Québec, nous allons bientôt franchir le 8,5 millions. Je vous laisse regarder la petite vidéo qui parle en fait des pronostics pour dans une trentaine d'années. Alors, 33% d'augmentation de la population mondiale d'ici 30 ans. C'est énorme. Pourquoi est-ce que la population
s'accroît. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à des chiffres comme ça? On va l'aborder bientôt. Aussi, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est qu'il y avait certaines régions qui allaient se dépeupler, alors que d'autres allaient avoir une croissance démographique beaucoup plus importante, comme l'Afrique. On va voir aussi pourquoi, notamment à cause des chiffres qu'on a vus par la suite, c'est-à-dire le taux de natalité et le taux de fécondité. Alors, vous allez avoir besoin de votre fascicule immédiat pour travailler avec moi. Il est disponible sur Moodle. Prenez la page 10. Il y a beaucoup de concepts sur cette page-là. Évidemment qu'on parle d'une augmentation de 33% de la population mondiale. C'est évident que c'est parce qu'il va y avoir plus de naissances que de décès. Alors, c'est ce qu'on vous montre ici. Quand on parle de croissance démographique d'une population nationale, donc d'un État ou d'une province, on va parler évidemment du Québec, il y a cet aspect-là de l'accroissement ou du solde naturel, c'est-à-dire les naissances moins les décès. Mais parce qu'il y a des frontières dans ce cas-ci, on va pouvoir aussi parler d'immigration. Donc, on doit regarder est-ce que notre solde migratoire ou notre immigration nette, est-ce qu'il va jouer en notre faveur pour faire augmenter la population ou au contraire, il va y avoir plus de départs que d'arrivées et donc il va être négatif. Donc, pour voir ça, il faut soustraire les immigrants des immigrants. C'est deux concepts que vous maîtrisez. Je ne vais pas revenir sur ces définitions-là. Alors, quand on est arrivé dans les vidéos à avoir un taux de croissance démographique mondial de 33%, on a seulement retenu le solde naturel parce qu'on ne peut pas, au niveau mondial, soustraire des immigrants des immigrants. Ça revient nul. Par contre, quand on va parler du taux de croissance démographique national du Canada ou d'un autre territoire donné, à ce moment-là, oui, on regarde le solde naturel, puis on additionne à ça le solde migratoire et on le divise sur la population moyenne annuelle. Donc, pour ce qui est du Québec actuellement, si vous vous rendez sur l'Institut de la statistique, c'est un site qui est vraiment pertinent pour l'étude de la population du Québec. Donc, les prévisions actuellement, ces chiffres-là datent de 2019. On voit que le taux de croissance, d'accroissement annuel de la population du Québec va être d'environ est d'1% actuellement et on prévoit qu'il va baisser pour en 2040 passer à seulement 0,3%. Alors, le Québec, en fait, suit la tendance mondiale si vous prenez la page 12 de votre fascicule immédiat. Donc, le Québec suit le mouvement général mondial. Si vous prenez la page 12 de votre fascicule, vous voyez qu'effectivement, même s'il y a eu le baby boom dans les années 50 à 60, on observe que depuis, le taux de croissance de la population mondiale ne fait que baisser et baisser pour aujourd'hui se stabiliser autour de 1%, mais il va continuer de baisser, même s'il va baisser dans un rythme moins important. Donc, quand je vous ai dit tantôt, au niveau mondial, on ne regarde pas l'immigration, ça veut dire qu'il faut seulement se poser des questions sur la croissance naturelle de la population, les naissances et les décès. Alors, il y a deux éléments qui jouent, c'est-à-dire il y a de moins en moins de naissances, mais il y a aussi de moins en moins de décès. Alors, c'est le fameux phénomène de la transition démographique. Ici, vous pouvez surligner dans votre fascicule, si vous l'avez fait imprimer ou si vous l'avez chez vous, que, en fait, les pays vont passer d'une natalité et d'une mortalité élevée à une natalité et une mortalité faible. Ça s'appelle la transition démographique. Donc, vous pouvez l'écrire dans la marge de votre profil. Donc, voici le graphique de la transition démographique. Alors, on voit qu'il y a 4 phases dans la transition démographique. Pendant la première phase, va s'amorcer une baisse du taux de mortalité due principalement à l'amélioration de la médecine
médecine et de l'hygiène. On va voir au Québec quelques jalons au niveau de la baisse du taux de mortalité. Pendant cette phase-là, le taux de natalité demeure stable, ce qui a pour effet d'accroître l'accroissement de la population, puisque soudainement, on garde la même natalité, mais il y a de moins en moins de décès. Donc, dans la phase 3, là, on va passer à la baisse du taux de natalité pour qu'on se stabilise et on retrouve un nouvel équilibre à la phase 4. Donc, au Québec, par exemple, on a vu que l'amélioration de la médecine et l'hygiène privée et publique a amené une baisse de la mortalité infantile très importante. Premièrement, en 1930, on a utilisé généralement les antibiotiques, donc ça a été une percée importante. Puis, dans l'après-guerre, on a construit des hôpitaux. Et éventuellement aussi, dans les années 60, on a eu accès progressivement à la couverture médicale universelle. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, vous l'avez abordé l'année dernière, mais vous avez vu l'impact social que ça a eu sur la société québécoise. En fait, ça a été une révolution chez les foyers. L'accès aux soins de santé universels. Donc, évidemment, il y a eu moins de mortalité infantile et donc, quand les gens vivent plus longtemps, ben, ça a un impact sur l'augmentation de l'espérance de vie. Si on regarde quelques graphiques au Québec, regardez celui de gauche tout d'abord. Donc, on voit le taux de mortalité infantile qui baisse effectivement à partir des années 60. Donc, on se rappelle, l'assurance maladie 66-70. Donc, on voit que ça a eu un impact très important sur le taux de mortalité et, parallèlement, on voit l'augmentation de l'espérance de vie des hommes et des femmes. Donc, depuis les années 20, c'est environ 30 ans d'espérance de vie à la naissance qui ont été gagnés, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est des gains qui sont dus à la baisse de la mortalité infantile et juvénile au début du 20e siècle. Ça, c'est le texte de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, un outil qu'on utilise pour regarder où est-ce qu'on en est à peu près dans les phases de la transition démographique, c'est notamment l'âge médian des populations. Donc, vous voyez ici Québec-Canada, donc 45 ans pour le Québec, 42 ans pour le Canada. C'est un âge qui est assez vieux et ça va aller en vieillissant parce qu'on a le phénomène du vieillissement de la population au Québec. On va y revenir. Donc, je vous laisse regarder les différents chiffres. Vous voyez évidemment qu'au Niger, la population est très jeune. Le taux de natalité maintenant. Un nouveau taux. Donc, vous pouvez surligner dans votre manuel, on est toujours à la page 10, c'est le nombre de naissances vivantes sur la population moyenne annuelle, ramené à un pourcentage de 1000 en fait. Donc, au Québec, on est à 10 pour 1000. C'est assez bas, notre taux de natalité. Pensez qu'en 1900, on était à 39,5 sur 1000 et pendant le baby boom, 30 pour 1000. Alors, il a énormément diminué le taux de natalité parce que justement, on a complété la transition démographique. Alors que certains pays qui n'ont pas encore complété la transition démographique, on voit des chiffres beaucoup plus élevés. C'est un autre indicateur qu'on peut utiliser pour voir où est-ce qu'ils en sont dans la transition démographique. Il y a aussi le taux de mortalité, donc le nombre de décès sur la population moyenne annuelle. On est à 8 pour 1000 au Québec. Et si vous regardez des pays avec des populations plus vieilles, par exemple, vont avoir un taux de mortalité plus important. La mortalité infantile, donc c'est le nombre d'enfants morts avant l'âge d'1 an sur le nombre de naissances vivantes. Donc, ça donne un indice sur l'accès aux soins de santé. 4 pour 1000 au Québec, le Nigeria, 67 pour 1000. Donc, ça vous donne des indices de développement aussi.